Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle affaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, nous allons traiter d'une histoire et d'un crime qui est quand même assez connu vu que c'est la fameuse histoire de Jennifer Pan. J'avais envie de faire cette vidéo malgré le fait qu'elle a été vue et revue. D'ailleurs, Victoria Charlton avait fait une vidéo très complète à son sujet. La mienne sera pas aussi complète, j'ai pas lu autant de bouquins qu'elle. Par contre, c'est vraiment une histoire qui m'intéresse de fou et je la trouve vraiment dingue. Donc j'ai eu envie de la partager avec vous selon mes mots, etc. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne la connaissent pas. Cette vidéo risque de ne pas durer 10 minutes pour votre plus grand plaisir, donc je vous conseille de vous installer confortablement. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et sans plus tarder, rentrons dans la fameuse histoire de Jennifer Pan. Jennifer Pan était une adolescente disciplinée et résiliente. Étudiante à l'école secondaire catholique Mary Ward de Markham, en Ontario, elle a été élevée par des réfugiés vietnamiens qui dirigeaient un ménage strict. Jennifer faisait ce qu'on lui disait à chaque fois et dans les règles, obtenant donc une admission et une bourse d'études pour l'université Ryerson de Toronto. Son père et sa mère, Wei Han et Bik Han Pan, ont réglementé sa vie quotidienne en se concentrant sur le succès. Il lui a été interdit d'assister à des danses, à des fêtes scolaires et a été forcé d'apprendre le piano, le patinage artistique et les arts martiaux. Ces règles ont porté leurs fruits avec Jennifer, transférée à l'université de Toronto et obtenant son diplôme et un emploi respectable. En réalité, tout ceci était des mensonges élaborés. Jennifer n'a jamais obtenu son diplôme et encore moins au lycée. Elle a falsifié des bulletins et elle a même eu un petit ami secret pendant 7 ans. Avec ce petit ami, ils ont fait un plan pour faire assassiner les parents de Jennifer, seulement pour être échoués et exposés par la police. Voici son histoire. Jennifer Pan est née le 17 juin 1986 à Markham, en Ontario. Ses parents, Bik Ha Pan et Wei Han Pan, avaient fui le Vietnam en 1979 et ils avaient travaillé très dur pour offrir à leurs enfants des nouvelles opportunités que eux n'avaient jamais eues. Le père et la mère de Jennifer ont tous deux travaillé en fabriquant des pièces automobiles pour Magna International. Ils auront 2 enfants, donc Jennifer en 1986 et Félix 3 ans plus tard. La famille va finalement finir par acheter une maison, une Lexus et une Mercedes et ont réussi à accumuler $200 000 d'économie. Donc pour des personnes qui partaient de rien et qui voulaient un avenir assez aisé avec leurs enfants, etc., on peut dire que c'est une réussite. Comme je l'ai dit, ils faisaient en sorte que leur fille ait des règles assez strictes et c'est pour ça qu'ils l'ont inscrit à des cours de piano à l'âge de 4 ans et aussi de patinage artistique dès l'école primaire. Ils s'attendaient à ce que Jennifer et Félix travaillent aussi dur que eux ont pu le faire pour avoir une très belle vie au Canada. À l'école d'ailleurs, Jennifer semblait épanouie à la fois sur le plan scolaire et social, elle était très douée et elle arrivait à se faire sa place. Ils l'ont d'ailleurs inscrite donc au patinage artistique, elle espérait pouvoir concourir au niveau national. Elle avait d'ailleurs comme rêve les Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver, jusqu'à ce que malheureusement elle se déchire un ligament au genou. Certains soirs, après l'école primaire, Jennifer rentrait de l'entraînement de patinage à 22h, elle faisait ses devoirs jusqu'à minuit et elle allait se coucher. Je vous le dis pour que vous compreniez un peu la routine qui lui était imposée par ses parents, c'est-à-dire école, patinage, devoir, dodo. Elle avait une pression tellement intense qu'elle a quand même commencé à se mutiler les avant-bras, des petites mutilations, mais c'est quand même ça, et ça a commencé parce que la pression était beaucoup trop forte. C'est d'ailleurs en 4e qu'elle a vraiment commencé à s'auto-mutiler en se coupant. En première, elle va trouver du réconfort vers un jeune homme du nom de Daniel Wong, jusqu'à ce que lui soit forcé de passer dans une nouvelle école après que la police ait trouvé de la marijuana dans sa voiture. Donc ça commence pas du tout à être une très bonne fréquentation, surtout pas pour quelqu'un comme Jennifer qui est très carré. Les notes de Jennifer ont commencé à chuter petit à petit, mais elle a quand même réussi à être acceptée assez tôt à l'université de Ryerson jusqu'à ce qu'elle échoue un dernier examen et que l'offre lui soit retirée. C'est à partir de là qu'elle va commencer un peu à vriller dans sa tête étant donné qu'elle va commencer à falsifier des bulletins et elle va affirmer avoir commencé l'université de Ryerson dès l'automne 2004. Sauf que c'est faux. Elle a dit à son père qu'elle serait transférée à l'université de Toronto après 2 ans à Ryerson et elle a même affirmé avoir obtenu une bourse de $3000. Étant donné que son père était très fier, il a directement voulu lui acheter un ordinateur portable pour pouvoir, pour qu'elle puisse continuer ses études et être le plus confortable possible.
Et en fait, ça fait super mal au cœur parce que les parents, mine de rien, même si c'était strict, genre ils veulent quand même l'encourager, l'aider, etc. Et bah, elle ment, elle. À l'automne, Jennifer s'amusait à faire des trajets vers des cafés U, dans les dortoirs de Wong, etc. en faisant semblant d'aller en classe au niveau de ses parents. Afin d'empêcher le mensonge vraiment de tomber, quoi, Jennifer allait même jusqu'à mentir à ses amis. Elle a même amplifié la relation qu'elle avait avec son père, mais elle l'a rendue très péjorative. Elle a même dit que son père avait engagé un détective privé pour la suivre. Sa routine était d'emballer des sacs à livres, elle prenait des transports en commun et elle allait au centre-ville pour ensuite se rendre dans des cafés et dans des bibliothèques où elle lisait, elle faisait ses fiches de révision comme si elle était à l'université alors qu'elle n'y était pas, mais elle arrivait à faire croire à ses parents qu'elle y était. En 2006, elle a même réussi à affirmer qu'elle était bel et bien transférée à l'université de Toronto, comme ce qu'elle avait prédit, alors que c'est encore une fois pas du tout. Et évidemment, comme vous vous en doutez, dans les pays anglo-saxons et surtout États-Unis, Canada, il y a des énormes remises de diplômes. Et comment en 2008 a été-il possible que personne ne découvre son secret? Jennifer a été assez maligne étant donné qu'elle a dit qu'il n'y avait que 2 billets d'entrée pour la remise de cérémonie, donc un pour elle et un qu'elle a donné gentiment à un ami à elle pour ne pas exclure ses parents. Très mignonne excuse. C'était donc tout ça pour la présentation de Jennifer, pour que vous voyez un peu le personnage, que vous ayez le contexte. Passons au crime. Soi-disant diplômée à nouveau de Toronto, Jennifer va prétendre faire du bénévolat dans un hôpital pour les enfants de Toronto. Et en fait, c'est à partir de là qu'il va y avoir des doutes, parce que quand tu travailles dans un hôpital, t'as une blouse, t'as une insigne avec ton nom, tu vois, un petit badge ou quoi que ce soit, et là, il n'y avait rien. Donc le père et la mère se sont quand même assez méfiés de ce qu'elle racontait, mais ils ont tout de même décidé de l'emmener au travail. Jennifer, nerveuse, a essayé de les empêcher d'entrer dans l'hôpital où elle était censée faire du bénévolat. À cause de l'insistance de ses parents, ils vont s'énerver et décident de marcher jusqu'à l'hôpital. Ils décident d'entrer et ont été surpris qu'une infirmière ait rectifié tous les soupçons en leur disant qu'aucune personne du nom de Jennifer Pan n'y travaillait. C'est alors que ses parents découvrent tous les mensonges que Jennifer avait tissés autour d'eux depuis le début. Par conséquent, ils décident d'imposer un contrôle plus strict à leur fille. La forcer à quitter son travail, mettre un GPS dans sa voiture et surveiller tous ses amis. Évidemment, ils lui ont interdit de continuer avec son petit ami Daniel si elle voulait rester à la maison. Elle a accepté, mais elle a continué à parler secrètement avec lui. Après quelques recherches dans la maison, les parents vont très vite comprendre tout ce qui se passe. Ils vont lui confisquer son téléphone portable, son ordinateur, et évidemment, il lui a été interdit de sortir avec Daniel Wong. Au cours des 2 années suivantes, elle va réussir à regagner la confiance de ses parents et ils vont lui rendre son téléphone. À 24 ans, je rappelle que Jennifer n'a jamais bu d'alcool et elle n'a jamais été en boîte de nuit danser. Après attention, ce ne sont pas du tout des généralités, j'ai jamais été en boîte de nuit danser non plus, mais je pense que c'est pour dire qu'elle n'a jamais fait de soirée ou des trucs dans le genre, tu vois. En récupérant son téléphone, Daniel et Jennifer ont réussi à retourner en contact et Daniel lui a même fourni un téléphone de rechange que elle lui a demandé pour pouvoir créer un plan afin de tuer les parents de Jennifer. Daniel va la présenter à un ami à lui du nom de Lenford Crawford. Au cours d'une série de SMS, Jennifer va accepter de donner à Lenford $10 000 sur son héritage éventuel si lui, en échange, acceptait le plan de tuer ses parents. À Halloween 2010, Lenford a son plan de tout près, il a délimité la zone et le drame va se produire. Le 1er novembre, Lenford a envoyé un message. Après le travail, ce sera l'heure du match. Les parents de Jennifer ce soir-là étaient en bas dans le salon en train de lire. Jennifer est montée, a dit bonne nuit à sa mère, tout en prenant soin de déverrouiller la porte d'entrée. À 22h02, elle a allumé les lumières dans le bureau à l'étage. 3 minutes plus tard, Lenford et 2 autres personnes, David Milvaganam et Eric Carty, sont entrés dans la maison. Eric attacha les mains de Jennifer derrière son dos et à la rampe d'étage avec un lacet. Retenez bien cette information. Les autres ont traîné les parents dans le sous-sol et leur ont couvert la tête avec une couverture. Bic a reçu 3 balles dans la tête et est donc morte, et son mari a reçu 1 balle au visage et à l'épaule. Les hommes qui étaient donc armés se sont mis à courir et à s'enfuir et Jennifer a pu appeler le 911. Mais elle avait pas les mains attachées? Alors que son père est remonté du sous-sol et il avait miraculeusement survécu. Jennifer va se faire interroger par la police et ce soir-là, la police va croire ce qu'il dit,
même si elle se méfiait quand même de la façon dont elle a pu atteindre son téléphone alors qu'elle avait les mains liées. C'est à partir de là où il y a vraiment beaucoup de détails au niveau des interrogatoires, etc. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Victoria Charlton pour tout ce passage-là, je vous la mets dans la barre d'infos, mais ce qu'il faut vraiment retenir de ces interrogatoires, de ce que je me rappelle de ce que j'avais vu, c'est vraiment qu'au début la police les croyait, mais ils ont commencé à se méfier de plus en plus, et Jennifer avait un comportement de plus en plus étrange envers la police, et à partir du moment où ils ont commencé à poser des questions du style « Tu peux nous mimer comment tu as enlevé ton téléphone du dos ?», ça a commencé un peu à craindre. The last things I heard them say was, you lied to us, you lied to us. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her, and a couple more pops. Take your time. Take your time. So that you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were, okay? Now, are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Mm-hmm. Okay, that's good. Le père va se réveiller de son coma le 12 novembre et il va dire à la police qu'il a vu sa fille chuchoter avec l'un des ravisseurs comme à un ami. Lorsque le détective a décidé de réinterroger Jennifer juste après ça, le 22 novembre 2010, il lui a dit qu'il savait tout et Jennifer, qui n'était qu'une enfant, a évidemment craqué. Mais que m'arrive-t-il ? Elle demandera ça en larmes. Un peu plus tard, Daniel Wong et Jennifer Pan vont se faire arrêter. Les tueurs à gages suivant Daniel Wong vont se faire aussi arrêter au printemps 2011. Le 13 décembre 2014, Jennifer, Daniel, Eric, Lenford et David ont été reconnus coupables du meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Ils ont reçu des peines d'enfermement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et des peines d'emprisonnement à perpétuité supplémentaires à purger simultanément. Donc en gros, ils ont pris énormément de peines de prison. Eric, lui, a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre en 2015 et a été condamné à 18 ans de prison. Donc on dirait que c'est vraiment quelqu'un qui aimait planifier des meurtres. On apprendra que Jennifer avait développé une sorte de stratégie mentale pour faire face à tous les mensonges qu'elle a eus. Parce qu'on dirait que c'est vraiment, tu crées un petit mensonge pour t'en sortir, qui grandit, et en fait c'était devenu son quotidien. J'essayais de me regarder à la troisième personne. Je n'aimais pas qui je voyais. Mais les rationalisations dans ma tête m'ont dit que je devais continuer. Sinon je perdrais tout ce qui signifiait pour moi. On va donc passer aux petites théories et aux petites choses que j'ai trouvées sur internet. C'est parti. Jennifer Pan a maintenant 34 ans et sera à 59 ans lorsqu'ils examineront son cas et évalueront sa mise à liberté provisoire. En 2018, Jennifer Pan purgeait sa peine à l'établissement Grand Valley pour femmes à Kitchener en Ontario. Il lui est également interdit de contacter Daniel Wong. Le père de Jennifer a dit: quand j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma fille en même temps. J'espère que ma fille Jennifer réfléchira à ce qui est arrivé à sa famille et pourra devenir un jour une bonne personne. Un certain nombre de questions persistent dans cette affaire. Jennifer était-elle malade mentalement ? Parce qu'évidemment, un déséquilibre psychique et chimique aurait pu faire que tout ceci est excusable, tu vois. Et facile à comprendre surtout. Et ses avocats n'ont pas tenté de la présenter comme inapte à subir son procès. Tout simplement parce qu'en plus, Jennifer avait totalement connaissance de ce qu'elle faisait, elle avait le contrôle total de ses facultés. Elle voulait vraiment que Bick et Anne meurent et elle voulait tout mettre en œuvre pour y arriver. Et en fait, on va vite apprendre pourquoi, étant donné qu'apparemment tout ceci serait de la culpabilité qu'elle ressentait elle-même, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, en fait, elle s'est enfoncée dans ses mensonges petit à petit, et au fur et à mesure de s'enfoncer dans ses mensonges, elle avait comme une honte de ses parents, enfin, elle pensait que ses parents auraient honte d'elle, donc apparemment, elle aurait préféré tout arrêter et les assassiner. Mais ce n'est pas si simple que ça parce qu'apparemment Jennifer aurait quand même aimé ses parents. J'avais besoin que ma famille soit autour de moi. Je voulais qu'ils m'acceptent. Je ne voulais pas vivre seule.
Je ne voulais pas qu'il m'abandonne non plus. Elle était hystérique lorsqu'elle a appelé au téléphone le 911. Elle semblait vraiment triste quand même par rapport au fait que sa mère soit morte, etc. Donc moi je sais pas quoi en penser, dites-moi si vous pensez qu'elle aimait ses parents et qu'elle a juste pas fait ça par culpabilité, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez croire une menteuse de ce type? Parce qu'elle a menti quand même dans 3 déclarations à la police. Elle était sous serment et elle a menti à plusieurs reprises, ça craint quand même, elle a donné des demi-vérités quoi. Et certains pensent que ses parents étaient à blâmer. Je pense qu'ils l'ont poussée à ce point. Honnêtement, je ne pense pas que Jennifer soit mauvaise. Ce sont 2 personnes qu'elle détestait. Lorsque Jennifer Pan et les autres condamnés, y compris Daniel Wong, auront purgé leurs années de prison, soit en 2039, tous les 5 pourront demander le bénéfice procédural de la libération conditionnelle. Si cette mesure de précaution s'avère recevable, Jennifer pourrait retourner dans la rue, mais elle sera toujours surveillée et surveillée par les autorités, comme l'ont fait ses parents tout au long de sa vie. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour la triste histoire de Jennifer Pan et de ses parents. Si vous voulez mon avis dessus, moi je suis assez d'accord sur le fait que c'est quelqu'un qui a l'air de s'être enfoncé dans ses mensonges. Peut-être qu'elle voulait plaire à ses parents tellement l'éducation était stricte, mais comme vous l'aviez entendu au tout début, ses notes à un moment ont baissé, et peut-être qu'elle a eu peur de ça, donc elle a décidé de mentir un peu pour voir comment ça allait faire, falsifier ses notes. Au final, j'ai envie de dire que malheureusement pour elle, c'est devenu une sorte de routine et que les notes étaient tout le temps falsifiées, les mensonges étaient de plus en plus gros, jusqu'au point de s'inventer un travail quand même. Donc je pense que quand ils ont découvert la vérité, ça a dû la choquer en fait, ça a dû faire une sorte de honte et de culpabilité en mode mes parents doivent avoir honte de moi et tout. Après j'avoue que j'irai pas jusqu'à créer un plan pour tuer mes parents non plus, mais peut-être que c'est ça qui a fait que ça a vrillé dans son cerveau et qu'elle a décidé de vouloir se débarrasser de ses parents pour ne plus ressentir de haine ni de peine. Il y a aussi beaucoup de théories qui disent que Jennifer en fait a haïssé ses parents, que l'éducation qu'ils lui ont donnée était horrible, qu'elle tout ce qu'elle voulait c'était se maquiller, sortir, enfin vivre une vie d'adolescente quoi, et qu'elle n'y avait pas le droit, donc elle s'est peut-être dit qu'en tuant ses parents, elle serait libre. Mais moi j'attends ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a intéressé et intrigué, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, prenez très grand soin de vous, c'était Murders Explained et on se revoit dans 2 jours pour une nouvelle vidéo.